Je m'appelle Anderson Demichel, je suis un journaliste haïtien, réfugié politique en France. J'ai été contraint de quitter mon pays suite à 2 tentatives d'assassinat et depuis, je ne cesse de lutter pour la liberté de la presse en Haïti. En fait, ça a commencé mes débuts dans le journalisme en 2014. Mais ça remonte encore plus loin parce que je me rappelle à 14 ans, quand je disais à ma mère que je voulais être journaliste, sa première réaction était d'un sens où elle était effrayée, horrifiée à l'idée que son fils veut devenir un journaliste, ce qui est quand même, on va dire, chez les parents haïtiens, crée pas mal d'inquiétudes parce qu'il existe une peur culturelle chez les parents haïtiens quand leur enfant décide de se diriger vers ce métier parce que les journalistes ont toujours été ciblés par certains régimes politiques. Ça remonte même il y a plus de 50 ans où on parlait de la dernière dictature en Haïti dans les années 1957, la dernière dictature en 1986, ça a duré 29 ans. Et les journalistes étaient vraiment maltraités, emprisonnés par les dictateurs François et Jean-Claude Duvalier, père et fils, qui ont dirigé pendant 29 ans le pays, qui jetaient les journalistes dans une prison qu'on appelle Fort Dimanche en Haïti. C'était un ancien fort laissé par les Français après la colonisation, que les dictateurs ils ont repris cet endroit et fait de cet endroit leur leur centre de rétention, quoi. C'était là où on envoyait les journalistes qui dénonçaient la dictature, qui parlaient de la liberté de la presse tout simplement, et mourir. Ces journalistes-là, ils n'étaient pas... on ne leur donnait pas à manger, on ne leur donnait pas à boire. Et quand je disais à ma mère à cet âge que je voulais être journaliste, elle pensait avec toutes ces images-là. Et c'était vraiment fondé parce que chaque année, on voit le bilan. Au moins 5 journalistes tués en Haïti, sans compter violences policières, le nombre de journalistes disparus. En fait, on voit comment c'est un métier assez, non seulement précaire, mais qui reste quand même dangereux dans un pays comme Haïti, où il y a aucune loi qui protège les journalistes. Et en 2017, j'ai commencé une émission qui s'appelait Haïti et ses choix de dirigeants politiques, où je faisais toute une série d'enquêtes sur la corruption en Haïti, sur le phénomène de gang, et je parlais énormément aussi de liberté de la presse. J'enquêtais sur le phénomène, par exemple, enfants soldats en Haïti, comment des mineurs à 12-13 ans arrivent à ce point où on les voit en train d'exhiber des calibres lourds sur les réseaux avec des kalachnikovs en train de faire des exhibitions. Donc je voulais enquêter un peu sur ça, comment ce phénomène comment on est arrivé à ce point. Et j'ai fait des enquêtes sur pas mal de groupes armés, des gangs armés en Haïti, à Delma, le lieu où justement... En fait, Delma 3, c'est l'endroit où vivent Barbecue, qui est quand même un chef de gang très puissant. Je faisais justement une enquête sur lui, une enquête qui a failli coûter ma vie aussi. Et la dernière enquête, c'était une enquête sur le fonds Petro-Caribé. Fonds Petro-Caribé, c'est un programme qui a été mis en place par le gouvernement Chavez dans les années 2007-2008, où Haïti a bénéficié d'un prêt de 4 milliards de dollars américains sous forme de barils de pétrole. Et cette somme devrait être investie dans l'éducation, l'infrastructure, la création d'emplois. Et ce qu'on va constater après, c'est que les politiques vont détourner cette somme d'argent. Ils vont créer des programmes bidons, comme Psygo, c'est genre, on subventionne l'éducation haïtienne, les enfants peuvent bénéficier gratuitement et sans payer forcément des frais de scolarité. Et le constat, c'est qu'après, on va voir qu'il va y avoir beaucoup d'écoles qui vont faire partie de ce programme, des écoles qui n'existent pas vraiment sur le papier et que les politiques justement essayer de détourner l'argent en essayant d'ajouter des établissements scolaires qui n'existent pas dans ce programme. C'est comme ça l'argent du Fonds Petro-Caribé en partie a été détourné et suite à toute une série de publications par rapport à l'affaire Petro-Caribé, je commençais à recevoir des menaces téléphoniques.
Et ensuite, en avril, le 11 avril 2019, ma maison a été attaquée par un groupe d'individus cagoulés. Ma famille a failli être assassinée suite à cette attaque parce que c'était des personnes armées et aussi qui avaient aussi des bidons d'essence, qui voulaient incendier la maison et tuer les gens à l'intérieur et incendier ma maison, genre me tuer avec ma famille. Ils n'ont pas réussi parce que ma mère de justesse a eu le réflexe d'appeler. Parce qu'en Haïti, vu que la police est impuissante, et les gens créent une espèce de solidarité, on appelle ça brigade entre voisins où on se protège mutuellement. Ma mère a alerté la police qui n'a évidemment trouvé des prétextes pour ne pas venir en aide. On a déposé plainte, il y a eu des constats. Mais il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de suivi du côté de la police d'Haïti. Le 24 mai, en sortant de mon émission, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui me suivait. Et je marchais 1 minute, je sentais la personne encore derrière moi. C'est une personne qui conduisait une moto normalement facile, et il pouvait dépasser et faire son chemin. Et je sentais la personne rester vraiment derrière moi à environ 5 mètres. Et je me suis dit qu'il fallait essayer de courir au cas où c'est quelqu'un qui cherche à m'assassiner. Effectivement, en courant pour me réfugier dans une petite ruelle. Et la personne a tiré plusieurs coups de feu en ma direction. Et suite à cette tentative d'assassinat, j'ai contacté pas mal d'associations de presse en Haïti. J'ai alerté aussi la direction de la radio Prince Inter. Et ensuite, j'avais décidé de me rendre à la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, pour faire des démarches administratives, pour voir comment je pouvais protéger ma famille et me protéger aussi tout en continuant à exercer ce métier que j'aime beaucoup. Et arrivé à Port-au-Prince le 2 juin, j'ai été alerté par des confrères qui me disaient: si tu as la possibilité de quitter le pays, c'est le moment de le faire, parce que j'ai des informations qui font quoi qu'on te tend une embuscade en retournant à Petit Goâve pour t'assassiner. Et c'est vraiment à partir de ce moment que j'avais décidé de quitter Haïti, sans même dire au revoir à ma famille. Ouais. Je savais que si je passais par l'aéroport, qu'on allait m'arrêter, et parce que j'étais déjà recherché. Et du coup, j'ai dû fuir illégalement Haïti. J'ai passé illégalement les frontières entre la République dominicaine et Haïti pour me rendre en République dominicaine. Je me disais, pour essayer de me protéger davantage, il fallait encore m'éloigner d'Haïti. Et je me suis rendu 3 jours après à Panama. Arrivé à Panama, je me suis rapproché du consulat de Pologne à Panama, où j'ai eu un visa Schengen pour quitter le Panama et rentrer en Europe. Et pour arriver en France, j'ai dû passer par l'Allemagne, Belgique, ensuite en France, où je suis arrivé directement à Paris. Et dans la rue, j'avais personne, j'avais pas moyen aussi de communiquer avec ma famille ou d'autres proches. J'ai passé quasiment 1 an à la rue à Paris, où je dormais quelquefois dans des auberges de jeunesse et souvent dans les gares, les métros. Ouais. J'ai eu tellement peur peur parce que je voulais pas qu'on m'envoie en Haïti, parce que retourner en Haïti, c'était la mort. C'est ce qui m'attendait, donc j'ai été traumatisé à cette idée que la France pourrait ne pas prendre en charge ma demande d'asile et me mettre dans un avion et m'envoyer directement à la boucherie en Haïti. Et première demande d'asile, l'OFPRA a rejeté ma demande de protection. Malgré, j'ai fourni une tonne de documents qui montraient effectivement que ma vie était en danger. Et ils ont rejeté ma demande d'asile. Selon l'officier, il n'y avait pas assez de preuves qui montraient effectivement que ma vie était en danger. C'était un peu flou. Alors que j'ai fourni les plaintes qui ont été déposées, j'ai montré aussi des photos par rapport, suite à l'attaque le 11 avril 2019 qui visait à assassiner ma famille et m'assassiner aussi. J'ai ramené aussi des lettres de soutien de la radio Prince Inter, la radio pour laquelle je travaille en Haïti. Il y a eu d'autres associations de droits humains, de presse en Haïti qui m'ont fourni aussi des lettres de soutien qui relataient ma situation. J'ai ramené tellement de documents
qui pouvaient corroborer justement en fait, le fait que je suis en danger et que je ne peux pas retourner en Haïti. Mais malgré tout, ce n'était pas suffisant pour eux. J'ai fait la demande de recours rejetée. Du coup, j'ai dû faire une demande de réexamen. C'est vraiment la dernière, l'ultime démarche à faire. J'ai eu plein de médias qui ont envoyé une lettre de soutien. C'est ce qui a débloqué la situation. Finalement, l'OFPRA a décidé de m'accorder la protection. Aujourd'hui, la situation devient encore plus compliquée parce que aujourd'hui, c'est le chaos total. En fait, on parle d'un pays où la police est impuissante. Personne ne peut garantir la sécurité des gens qui s'y trouvent aujourd'hui sur place en Haïti. Il y a environ 8000 policiers pour 12 millions d'habitants. Et c'est horrible de le dire, mais aujourd'hui, les gangs contrôlent tout. En fait, ce qui crée ce phénomène, ce sont les politiques qui créent des groupes armés, qui créent ces gangs en voulant protéger leur intérêt politique. Ils se disent que c'est mieux d'armer certaines personnes pour justement rester soit plus longtemps au pouvoir, soit justement pour utiliser cette politique de répression pour empêcher justement à la population haïtienne de contester contre leur façon de diriger. Parce qu'à chaque fois, la population haïtienne essaie en fait, les Haïtiens essayent de revendiquer, essayent de se manifester contre ce régime. Ils envoient toujours ces gangs pour faire de représailles sur ces personnes-là qui essayent de dire non par rapport à cette gouvernance, cette gestion politique. Donc du coup, aujourd'hui, c'est un pays où tout le monde essaye de fuir. Je peux dire que j'ai encore plus de liberté en France de pouvoir publier sur certains sujets qui concernent la situation politique d'Haïti, mais parler de sécurité, je sais que ça reste compliqué quand même, parce qu'à chaque publication, j'ai toujours eu des retours de la part de certaines personnes, soit des confrères, soit d'autres personnes qui me menacent ou qui me disent « Non, c'est pas bien, si tu publies cet article, tu risques beaucoup de choses, ta famille aussi ». Je pointe toujours du doigt dans mes articles sur ce qui ne va pas. Je ne peux pas m'arrêter. J'ai l'impression que ça donne énormément de sens à ma vie, le journalisme. Et si je m'arrête, plus rien ne serait jamais pareil.